You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Nous sommes toujours en compagnie du comédien Omar Mebrouk. Comment vas-tu en ce petit vendredi? Je vais très bien Aurélien, je te remercie. Et Merci beaucoup de m'inviter. Ah bah c'est avec plaisir. Aujourd'hui il n'y a plus d'amitié qui tienne. Aujourd'hui pas de quartier. Nos clapeurs et Omar vont se livrer à un combat jusqu'aux dents et un duel à mort. Laissez-moi d'ailleurs vous présenter nos valeureux clapeurs gladiateurs du jour. Notre première championne et productrice et n'aura aucune pitié dans ce Fight Club, c'est Elsa Morel. Hello. Ce second champion a déjà sorti les gants de boxe et regarde déjà très mal Elsa. C'est notre producteur artistique Florian Guillot. Bonjour Aurélien. Et notre dernière championne et programmatrice, autant vous dire que c'est Couvaldi, c'est Marion Durand. Salut. Tout le monde va bien, on se moque bien des gens. Pas du tout. Il est content. Aujourd'hui, on va vous proposer un bon Fight Club qui va vous être permettre le meilleur épisode de toute l'année. de toute votre vie. Pour le Fight Club de ce vendredi, on vous propose une affiche de choix avec deux films de Christopher Nolan. D'un côté, Inception, le film de science-fiction sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy ou encore Marion Cotillard. Et de l'autre, Interstellar, l'épopée spatiale héritière de 2001, l'Odyssée de l'espace sorti en 2014, Interstellar, hein, pas 2001, avec Matthew McConaughey, Anna Hathaway ou encore Jessica Chastain. Il ne pourra en rester qu'un, préparez-vous car ça va saigner. Et les clapeurs et Omar, je vais vous demander de me donner vos points positifs et vos points négatifs sur Inception, puis sur Interstellar. Et seulement à la fin du Fight Club, nous révélerons quel clapeur et dans quel team. On commence avec le film Inception et c'est toi Florian qui va nous en parler. Yes, alors moi déjà ce que je voulais dire c'est que j'ai vu Inception pour les besoins du podcast. J'étais un peu passé à côté et mes potes m'avaient dit que c'était compliqué, il fallait être bien accroché, etc. Donc j'ai toujours un peu c'est pas ton truc, ça de réfléchir, c'est pas... Si, oh là là, il est vexé, chaton. Non, si, mais c'est vrai que, bon, je sais pas, j'avais toujours reculé un petit peu le moment où il fallait le voir, et là, j'ai dû m'y mettre. Et c'est une des plus grosses claques cinématographiques que j'ai pris, une des plus grosses. J'ai adoré ce film de bout en bout. Donc les qualités et les défauts, c'est ça un petit peu que Exactement. tu voulais. Je trouve que la grande qualité de Inception, c'est évidemment le scénario. Tout est très bien, les acteurs jouent bien, c'est très beau, mais c'est dans les standards de ce genre de film et de blockbuster. Mais ce qu'il y a de vraiment incroyable, c'est le scénario, qui a dû demander des années de travail, 10 ans, si j'ai un peu potassé le... parce qu'il faut savoir que Aurélien est un ultra fan de Christopher Nolan. Bien sûr, donc c'est notre dieu à tous finalement. J'ai un peu potassé mon histoire, tu vas voir que je vais peut-être t'apprendre des trucs quand même. Donc 10 ans de travail, à mon avis beaucoup de boîtes de Doliprane pour arriver à faire ce scénario-là, mais il est absolument magistral. Pourquoi il est magistral? Parce qu'il est universel. Le fait de parler des rêves, ça vient dans des petits détails. Quand on nous dit que comment on reconnaît qu'on est dans un rêve, est-ce que vous avez conscience de comment vous êtes arrivé là? Souvent dans les rêves, on débarque en plein milieu de la situation. Et là, de la même façon que le personnage, on se dit bah oui, c'est vrai que oui, en fait mes rêves, je sais jamais comment j'arrive à l'endroit où je suis, je débarque toujours en plein milieu de l'histoire. C'est en ça qu'il est universel et que tout le monde le comprend. Les petit défaut peut-être, mais vraiment petit, c'est que ok, il faut un tout petit peu être en forme quand même pour tout saisir, sinon on comprend, enfin je trouve que tout est très bien expliqué et qu'on a juste à suivre les explications. Il y a notamment le personnage d'Ellen Page qui joue Ariane, qui est là justement pour nous aider, qui représente le spectateur, qui ne connaît rien à cette expérience de rêve partagé, qui pose beaucoup de questions. Il y en a combien dans le film des questions que pose le personnage, Aurélien? Eh ben, il y en a 80. Elle pose 80 questions au personnage de Leonardo DiCaprio pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est les mêmes questions qu'on se pose nous, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre le film pas trop difficilement. Et on va pas être d'accord sur ce point, mais la fin, qui n'est pas mauvaise, qui est maligne, il n'y a pas de problème avec ça, mais qui est frustrante, comme la plupart des fins de Christopher Nolan. Ce fameux plan de la toupie avec fondu au noir, où on ne sait pas si elle tombe ou si elle tombe pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont pu craquer devant cette fin. Et moi, c'est vrai que, mais c'est très personnel, j'aime bien qu'on me raconte des histoires de bout en bout et qu'on choisisse un camp.
quand on me raconte une histoire, je veux qu'on choisisse quelque chose. Et après, je décide si j'aime ou pas, mais voilà. L'ambiguïté, qui est un des signes de Christopher Nolan, c'est très bien, c'est très malin, il pouvait pas y avoir d'autres fins, pas de problème, mais pour moi, de manière très personnelle, j'étais frustré. Mais cette toupie, n'est-ce pas finalement ce qui a rendu Inception un film culte, ça a participé. Mais très ce certainement. mystère-là, à savoir est-ce qu'il est en train de rêver encore ou pas, selon vous d'ailleurs. Il y a une réponse Elsa. qui a été dite. Oui, Ah oui, il y a une théorie et tout. Il y a une théorie, Elsa, selon toi. Est-ce qu'il est en train de rêver ou pas? Oui. Non, moi je pense que c'est la réalité. Je pense que c'est la réalité. J'espère, Omar. mon cœur l'espère. Tu viens de parler d'une théorie, c'est bien la théorie de la bague? Exactement, Oui, ouais, tout à fait. Ah, moi, c'en est une autre. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a la bague qui serait donc le totem, parce que la toupie, c'est celui du personnage de Marion Cotillard, de la femme de DiCaprio. Mais la bague, effectivement, serait celui de DiCaprio. Et il l'a à la fin, c'est ça. Non, il l'a pas. Il l'a pas, ouais. donc ce serait, c'est ça, il l'a dans les rêves. Donc ce serait le symbole qu'ils sont en train d'avaler. Mais l'autre, c'est pas une théorie en fait, c'est que Michael Caine n'a pas compris le scénario en le lisant. Et il a dit à Nolan, mais du coup, quand est-ce qu'il y a la réalité ou pas? Nolan lui a dit, dès que t'es là, c'est la réalité. Exactement. Michael Caine est là à la fin, donc a priori, ce serait la réalité. Et on voit le visage de ses enfants, alors que dans les rêves, on les voit toujours que de dos. C'est ça, Ouais. tout à fait. Omar, toi, quel est ton avis sur Inception? Ma pointure, je fais du 44. Ah bah, très bien. Ma vision, ce que je pense de Inception. Oui, tout à fait. Ah bah c'était un chef-d'œuvre. Vous vous rappelez de la réaction des gens à la fin du film? Je sais pas si vous l'avez vu en cinéma, alors pas toi. Moi, je l'ai vu. Il y a vraiment, enfin, on sentait une espèce de tension, une espèce de. Ouais. Oh C'est ça. Une espèce de non, on peut pas justement savoir si. Vous êtes comédien, si donc. on va trouver. Ouais, tout à fait. Mais oui, je trouve qu'il y a effectivement il y a ça à la fin. Tout le monde respire quasiment d'un même souffle. C'est ce qui, c'est ce qu'il il arrive à mettre tout le monde sur la même tension, le même rythme cardiaque quasiment. Et c'est ce qui fait que ça participe au très bon film. Oui. Et ce qui est excellent dans sa manière de faire, c'est de rendre quelque chose de ultra complexe, ultra réfléchi en termes d'années, en quelque chose de complètement accessible où il te prend par la main assez tranquillement. Alors principalement par le personnage d'Ellen Page qui nous permet, nous, d'expliciter plein de points obscurs dans le film. Mais en termes d'acting, de scénario, c'est fou, quoi. C'est absolument fou. Les 40 premières minutes du film, en fait, c'est un mode d'emploi de comment fonctionne la machine, sur les rêves, le fonctionnement. Et je trouve qu'effectivement, il y a on dit beaucoup qu'on comprend rien à Inception. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas un film si compliqué que ça. Il explique point par point. Il est très pédagogue, Christopher Nolan. Et du coup, point par point, il va dire c'est comme ça. Là, le rêve, le temps se dilate entre les différentes strates. Et je trouve qu'on comprend très bien. Ouais. Je me demande s'il a pas voulu être astronaute ou. Être quoi? Astronaute. Bosser pour la NASA. Je crois pas. Non, je crois qu'il y a tout le temps un gros bagage scientifique et technique à porter dans ce film. C'est vrai. Interstellar, dont on parlera, il l'a écrit avec un physicien notamment qui s'appelle Kip Thorne. Ouais. Tout à fait. Mais pour Inception, un chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Non, mais très bien. Ouais. Marion, toi, quel est ton regard sur Inception? J'ai adoré aussi le film. J'ai pas eu la chance de le voir en salle, mais je pense que j'aurais été encore plus impressionnée. Je l'ai vu sur mon petit ordinateur, mais c'était quand même déjà très fou. Moi, ce que j'ai surtout adoré dans le film, ça va être le montage final en fait de la dernière partie du film où il mêle toutes les strates du rêve, parce qu'au final c'est une sorte de montage parallèle, mais juste une chose qui se passe au même moment. On est juste dans des univers différents dans la tête des personnages, et ça c'est quand même assez fort à faire au cinéma. Du coup, je trouvais qu'il y avait une énorme maîtrise et que c'était réellement virtuose. Le point négatif pour moi, c'est peut-être trop un film, on va dire, d'action en fait, dans le sens où il veut nous en mettre plein la vue et c'est ce qu'il fait, mais par moments c'est pas assez subtil en fait, et du coup tu perds cette sensibilité qu'il va apporter à la science via sa pédagogie, et à un moment c'est juste genre des combats et de l'action et de la musique et t'es en mode pof. Omar, oui. Alors si je peux me permettre, c'est ce que je trouve super intéressant, d'allier un côté très mainstream et très blockbuster à quelque chose de très subtil et profond et intelligent dans le... j'ai remarqué ça aussi avec Mad Max, Fury Road, parce que j'ai pas vu mais j'aime bien l'idée qu'on puisse allier bourrinage et subtilité. Je suis d'accord avec ça, mais pour Interstellar, pas trop pour Inception. Je trouve que ça marche pas là-dedans. Florian. Pour répondre à ce que tu disais, Marion, ce qui est intéressant quand j'ai un peu potassé sur le film, c'est que d'abord il a voulu en faire un film d'horreur quand il a eu ses premières idées, avec un voleur de rêve. Ensuite, il a un peu évolué, il a voulu en faire un film de casse,
mais il s'est dit que dans ce genre de film, il trouvait toujours que les émotions étaient traitées de façon trop superficielle. Et en travaillant, il est arrivé à la conclusion que son vrai sujet, c'était l'état intérieur et la mémoire. Et c'est là à ce moment-là, il produit tous ses films avec sa femme Emma Thomas et il lui a demandé de bien veiller à ce que le parcours émotionnel du protagoniste, donc le personnage de Leonardo DiCaprio, soit toujours le moteur de tout. Et donc ça l'obligeait à travailler énormément les émotions et à ce que le côté casse ne soit plus qu'un prétexte. Mais c'est pour ça que tous ces environnements différents cohabitent ensemble, d'après ce que j'ai pu en lire. Et je trouve que c'est... Pardon, vas-y. Non, Elsa, vas-y. Non, mais j'arrive pour donner mon avis. Et du coup... la meuf... Alors, moi, j'ai aimé Babysitting. Je voudrais... T'as ennuyé Elsa, Florian. Je suis désolé, pardon. Non, mais parce que je me dis, j'aurais plus d'arguments, je vais être dans la merde. Non, mais moi, j'ai eu la chance de voir le film 2 fois. La première fois sur mon ordi, la deuxième fois en salle. Et la première fois, justement, ce que j'ai aimé, c'est ce côté film de casse, braquage, etc. Où justement, le casting est hyper bien utilisé. Chaque personnage remplit vraiment bien sa fonction. Et la deuxième fois, ce qui m'a vraiment stupéfaite, c'est tout le côté... Il y a des plans qui sont absolument subjugants. Ouais, on peut dire ça. Notamment, je peux le tenter. Ouais. On valide. Notamment quand Paris se retourne, etc. Enfin, il y a des scènes qui, voilà, c'est un nom, la stupéfaction. Voilà, exactement. Florian, Je trouve que c'est un vrai film sur la folie. Et en comparaison avec le Joker, qui, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez, je n'ai pas trop aimé. Je trouve que le Joker est un film qui montre une vision hyper superficielle de la folie. C'est-à-dire la folie telle que les gens normaux, entre guillemets, la voient. On danse dans les escaliers. Ok, c'est la vision de la folie pour les enfants, entre guillemets. Et là, c'est un vrai film dans la folie où parfois on se demande, mais qui a vraiment raison ? Est-ce que c'est le personnage de Marion Cotillard ? Est-ce que c'est le personnage de DiCaprio ? Est-ce que le fait de vivre quelque chose dans une autre réalité, est-ce que c'est pas quand même une réalité ? Et est-ce que c'est pas suffisant ? Et du coup, moi en le regardant, je me dis mais je deviens fou, mais en fait j'ai envie d'être elle, mais non j'ai envie d'être lui, mais il a raison, mais c'est une plongée profonde dans la folie, la vraie folie, qui n'est pas une folie où on danse dans des escaliers. La plupart des gens qui sont schizophrènes ou qui peuvent souffrir malheureusement de la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça sont des gens qui du point de vue de la société sont entre guillemets dans une forme de folie et qui vivent cette réalité à eux. Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait montrer. C'est comme Shutter Island, par exemple, montre très bien la folie en ne jouant pas justement quelqu'un qui balance les bras en l'air. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent film sur la folie. Et si je peux t'apprendre 2-3 trucs, Aurélien, je m'en fous, je prends plus de temps que ce qui est prévu sur l'épisode, mais je veux t'en mettre plein les dents. Pour ramener ça, parce que tu sais que j'adore l'univers de l'animation, est-ce que tu sais ce qui a inspiré le scénario à Christopher Nolan ? Comme ça, non. J'ai des éléments, notamment juste pour... tu y reviens dans un instant, mais pour ce que tu disais tout à l'heure, en fait, dans ce qui l'a inspiré aussi, c'est le fait que c'est un rêveur conscient, Christopher Nolan. C'est-à-dire que c'est donc il fait des rêves et il est conscient de rêver. Et du coup, il s'est aperçu de tous ces détails, comme on va prendre un livre, on va s'apercevoir que ce qui est écrit n'a pas de sens. Et c'est comme ça aussi qu'il a, en vivant un peu cet état de rêve conscient, il a pu ajouter des spécificités au scénario. Ce qui ne répond absolument pas à ta question, mais je t'en prie, je sais pas dans quel dessin animé inspiré. Et donc il y a pas mal de choses, il n'y a pas que ce que je vais te citer, mais il y a aussi une histoire de Picsou écrite par Don Rosa en 2004 qui s'appelle Le rêve d'une vie. Donc en 2004, on est d'accord, on est avant la sortie du film et on est pendant qu'il travaillait à tout ça. Et donc cette histoire sort et le pitch c'est grâce à une invention de Géo Trouve-Tout, les frères Rapetou veulent s'introduire dans les rêves de Picsou et lui demander la combinaison de son coffre. Et se croyant dans un rêve, Picsou n'arrive pas à résister, etc. Et il y a déjà dans cette BD le principe des rêves imbriqués les uns dans les autres et c'est une des inspirations... Et du casse aussi, évidemment. Et c'est une des inspirations de Nolan sur ce film, au même titre qu'un autre film d'animation qui s'appelle Paprika, qui est un film d'animation japonais, qui a à peu près la même intrigue et surtout qui lui a inspiré la scène de l'ascenseur qu'on peut retrouver dans le
dans le film. Est-ce que tu sais pourquoi le personnage d'Ariane porte ce nom? C'est question pour un champion en fait. Le fil d'Ariane, c'est une référence grecque à la mythologie grecque. Exactement, bravo, parce que c'était l'architecte du labyrinthe. Et est-ce que tu sais qui devait jouer Mel au départ? C'est ma dernière. Mel, donc c'est qui est incarné par Marion Cotillard. Non, comme ça. Le rôle avait été proposé à Kate Winslet parce que Nolan voulait reformer le duo Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Et quand elle a dit non, c'est là qu'il s'est retourné vers Marion Cotillard. Je n'ai plus rien à dire. Pour notre plus grand plaisir. Moi, je vais juste dire 2 mots sur Inception. Je trouve qu'effectivement, ce qui fonctionne en fait, c'est que c'est un film monumental, c'est du vrai cinéma, c'est du cinéma qui est ouvert à tous et en même temps qui est intelligent, ce qui arrive pas si souvent aujourd'hui quand on voit les blockbusters. Il y a des blockbusters qui sont un peu bêtes, qui sont là pour proposer un spectacle mais sans fond. Et Nolan mêle le fond et la forme avec brio, et donc c'est ce qui en fait pour moi un chef-d'œuvre. Et effectivement, petite réserve, c'est pour les scènes d'action qui, je trouve, sont un peu longues, notamment quand il y a le train qui débarque dans le premier niveau de rêve. Il y a des séquences où il se tire dessus. Je trouve que c'est un peu long, on aurait pu couper un peu là-dedans, un peu moins d'action, mais après effectivement ça rend peut-être la chose aussi un peu plus divertissante. Désolé. Merci. On va s'intéresser maintenant à Interstellar avant que l'on sache de qui et pour quel team. Interstellar, c'est toi Marion qui va nous dire un peu ton avis. Alors Interstellar, j'ai adoré. Faut dire que je suis aussi une grosse fan de Christopher Nolan. Pour Interstellar, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà la photographie que j'ai trouvé vraiment formidable, surtout quand on est sur Terre. L'image a été très très chaude et sèche. Je trouvais qu'on ressentait vraiment en fait la fin du monde qui arrivait. À d'autres moments, elle était plus blanche mais brumeuse. En tout cas, on pouvait vraiment ressentir la poussière et il y a vraiment un travail qui a été fait à ce niveau-là. Pour le son, techniquement, je trouvais que c'était aussi incroyable aussi. Je pense au moment de silence dans l'espace, où en fait souvent c'est juste après des grosses scènes, par exemple de décollage, où du coup on est constamment bombardé de sons qui viennent à nous, et d'un seul coup on est en plein silence dans l'espace, et à ce moment-là on pouvait vraiment ressentir la pression, je trouvais aussi de l'espace, et j'ai l'impression qu'il s'est vraiment amusé avec tout ce qu'il pouvait... tout ce qu'il avait à sa portée pour nous faire ressentir en fait ce voyage. Les acteurs, il n'y a rien à dire, je trouve qu'ils sont tous très bons aussi. Ce qui est génial du coup dans Interstellar, c'est aussi la pédagogie qu'il met, comme dans Inception. En fait, il parle quand même de gravité, de trou noir, de dimension. C'est pas des choses qu'on apprend au lycée. Si on est en S, peut-être. Ah pardon, c'est parce que j'ai pas fait S du coup. Du coup, oui, c'est parce que ça a été coécrit avec Kip Thorne, c'est ça ? C'est ça. Et même, j'ai vu après que d'autres astrophysiciens avaient vu le film et disaient que oui, c'était totalement plausible ce qui se passait. Donc, c'est quand même une des forces du film, c'est... Il y a Florian qui dit non. Mais je t'en prie, film. J'ai peut-être pas tout lu alors. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment une force du film, en fait, de nous faire accéder à cette science et il est compréhensible ce film, j'ai pas l'impression qu'on galère vraiment à le comprendre. Du coup, après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était du coup la relation au temps. Vraiment, Interstellar, s'il y a une des scènes qui m'a le plus marqué, je pense, au cinéma, c'est du coup le moment en fait où il voit que sa fille a grandi. Quand il passe 1 heure sur une planète, il y a 7 ans qui se passent sur Terre, et il voit sa fille qui lui laisse un message. Son fils aussi. Et son fils aussi, ouais. Mais sa fille lui dit surtout qu'elle a l'âge que lui avait en partant, l'âge que lui avait dit avoir quand il reviendrait. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, elle a enfin cet âge-là, et là on se dit qu'en fait, en 10 minutes de film, ok, t'as 25 ans qui viennent de s'écouler dans leur vie, et c'est super fort. Enfin, d'un seul coup, tu tombes de haut, vraiment. Cette séquence, je trouve qu'elle est absolument magnifique du film où effectivement il revient et là il voit, donc c'est plutôt son fils à la base qui voit, ça je trouve ça vraiment incroyable de voir le fils grandir, qui est joué par Timothée Chalamet d'ailleurs, et on voit qu'il raconte sa vie d'année en année, puis d'un coup ça devient Casey Affleck qui joue le personnage plus âgé, et c'est absolument bouleversant de voir, il dit, on voit ses relations amoureuses, il dit que le grand-père est mort, que son fils à lui est mort, et il y a toute une histoire qui, alors qu'il a passé 10 minutes sur l'autre, non peut-être pas 10 minutes, il a passé 1 heure ou 2 heures sur l'autre planète, il revient, et puis il a perdu, le grand-père est décédé. Et là, je trouve qu'on reproche à Christopher Nolan d'être un peu froid, mais alors ça, c'est une scène justement qui n'est pas du tout froide et pleine d'émotions. Au contraire. Et ça, c'est peut-être une des meilleures scènes du film, je vraiment. pense.
Omar, toi, quel est ton avis sur Interstellar ? Alors je l'ai vu avec mon ex à l'époque et ça fait partie du genre de film où on sort de la salle et on se parle pas mais rien du tout pendant une demi-heure et c'est enfin j'imagine que ça vous arrive aussi, juste des films qui vous hantent mais positivement où vous marchez dans la rue, vous interagissez peut-être avec des gens mais il est toujours là Le film. et à nous titiller. J'ai trouvé ça incroyable et de poésie et de, encore une fois, l'accessibilité à quelque chose de très métaphysique, parce que le gars quand même joue avec le temps, avec l'espace, avec, je veux dire, il aurait pu développer un scénario tellement plus simple. Et en plus, de nous y faire adhérer à ça. Enfin, je veux dire, il nous prend par la main. Alors, il y a 2-3 trucs techniques que j'ai pas trop compris dans le film. Enfin, surtout quand il parle des trous noirs, etc. Enfin, il y a 2-3 infos. Les trous de verre, ouais. Ouais. Mais qui n'empêche absolument pas l'appréciation, enfin le fait d'être vraiment dans l'univers. Non, j'ai énormément aimé. Et le son, tu parlais du son tout à l'heure, que ce soit le son et la musique. La musique, je vais vous en parler. Ouais. La musique d'Hans Zimmer. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il lui a le thème principal du film. Il a demandé à Hans Zimmer de le composer avant le tournage. Et il lui a dit, il n'a pas parlé du tout de science-fiction. Et je lui dis, c'est la relation entre un père et sa fille. Et en fait, Hans Zimmer a composé ça. Et après, il a découvert plus de l'histoire. Mais justement, il voulait que dans la musique, ça se concentre sur la relation et pas sur le fait que ce soit pas pour avoir une musique spatiale, justement, comme on peut l'avoir dans bien des films. Ouais. Elsa, toi, quel est ton regard sur Interstellar ? Alors moi, si je devais trouver une lacune au cinéma de Christopher Nolan, c'est justement ce manque d'émotion. Et je trouve que Interstellar comble cette lacune complètement, en fait. C'est-à-dire que Inception parlait aussi de la paternité, quelque part, mais je ne l'ai pas ressenti vraiment, je m'en fichais un peu au final. Ça parlait du deuil aussi. Inception, il y avait quand même de l'émotion, un peu. Bah moi, je ne l'ai pas ressenti, cette émotion dans Inception. J'étais plus happée par le côté action, etc. Et dans Interstellar, vraiment, cette relation entre un père et sa fille, moi, ça m'a marqué, ça m'a touchée, ça m'a rappelé ma relation que j'avais avec mon père aussi. Et cette fin où il voit justement sa fille qui a vieilli, beaucoup vieilli, qui a des enfants, des petits-enfants, et qu'elle lui dit... je savais que tu reviendrais, c'est parce que tu me l'as promis, mon père me l'a promis. Mon papa me l'avait promis. Ah, mais j'ai chialé, mais comme un bébé. J'étais là, c'est trop chou et tout. Et effectivement, cette musique de Hans Zimmer, où il y a un côté presque religieux, je trouve, dans cette musique, transcendant. Il y a un truc qui est clos. Ouais. Bah, c'est de l'orgue, c'est ça ? Le piano des églises, oui. Ouais. Et ça a été enregistré là-bas, dans des églises. Ok, du coup. Donc voilà, donc moi, vraiment, ça m'a vraiment transcendé. Et effectivement, moi j'ai pas tout compris non plus, mais je trouve qu'on comprend l'essentiel qui est que la seule science qui résiste à la gravité, etc., au temps, c'est l'amour en fait. Et du coup, on comprend vraiment bien ce propos-là. Florian, toi ? Donc c'est un film magistral, tout le monde l'a dit, c'est très beau, c'est très bien joué, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Visiblement, de toute façon, tous les films de Nolan ont un peu ce même genre de standard. Là où moi j'ai un petit souci, c'est justement, je disais qu'Inception, le scénario était incroyable. Je trouve que là, le problème réside sur un moment clé du scénario. Parce que on nous explique tout au long du film des choses qui sont effectivement plausibles, scientifiquement compliquées mais plausibles. Sur Terre, il se passe pas une catastrophe nucléaire avec des martiens qui explosent la Terre et voilà. C'est simplement le dérèglement climatique est allé tellement loin qu'on peut plus manger que une sorte de culture, qu'il y a des tempêtes de sable, etc. Donc c'est plausible, c'est malin, il n'y a pas de problème. On faut aller chercher la réponse. Dans l'espace, c'est plausible. On arrive sur une planète où les propriétés de l'eau sont complètement différentes de celles sur la Terre, avec des vagues de plusieurs dizaines de mètres. Ok, le temps passe plus vite, ce qui est vrai, parce que la gravitation joue sur le temps, et quand on est dans l'espace, même là, on est à un 7e étage sur Terre, le temps passe plus un tout petit peu, mais c'est microscopique, c'est au niveau atomique. Le temps passe un tout petit peu plus lentement pour nous que les gens qui sont en bas dans la rue. Mais ça ne se sent pas au niveau de la Terre. Et donc au niveau de l'espace, c'est une réalité physique, etc. Et donc en fait, j'ai pris tout le film comme, ok, il va nous expliquer il va rester sur des réalités scientifiques. On n'est pas dans ni Retour vers le futur, ni Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ni rien. On n'est que là-dessus. Et le moment, à la fin du film, où on arrive dans cette espèce de 5e dimension, où on peut rétroagir sur un événement qui s'est passé quand il était sur Terre avec sa fille, le fait de pousser les livres, etc. Là, je suis complètement sorti du truc.
Il y a des rumeurs qui disent qu'il est déjà mort à ce moment-là et que ce n'est que des projections de son esprit parce qu'il meurt dans le moment où il est en train de tomber. Notamment le poème qui est récité plusieurs fois par Michael Caine ferait allusion effectivement. Si jamais il n'est pas mort et que c'est pas une projection de son esprit, je trouve que ça devient complètement incohérent parce que scientifiquement pas plausible et pas pour faire le mec chiant et tout, mais s'il y a des gens qui connaissent la chaîne de Y Penser, Bruce Benamran qui est absolument génial sur YouTube, vous pouvez regarder. On peut pas rétroagir sur une cause et ce genre de voyage dans le temps n'est pas possible. La gravitation peut effectivement permettre de, en 1 heure dans l'espace, se faire passer 50 ans sur Terre et d'une certaine forme voyager dans le temps. Mais revenir en arrière, c'est pas possible. Il n'y a pas d'archives de la vie qui sont stockées. Tu voulais une cohérence c'est pas ça, c'est que je l'ai. Une vraisemblance. Moi, on me dit Inception, voilà, ok, je prends le code, il n'y a pas de problème, on rentre dans les rêves et ça me paraît même pas si incohérent que ça. Je regarde Harry Potter, je suis dans un univers magique, il n'y a pas de problème. Là, on me pose un univers plausible et scientifiquement expliqué. J'ai un problème à partir du moment où on sort de ça et où on rétroagit sur une cause. Et Christopher Nolan est trop intelligent et son co-auteur aussi, ils connaissent trop ça. Jonathan Nolan qui est son frère. Jonathan Nolan aussi, non mais je parlais de Kip Thorne, c'est ça ? Kip Thorne, oui, qui n'est pas co-auteur, il a aidé. Consultant, enfin voilà, tout le monde est beaucoup trop intelligent pour avoir laissé passer ça. Donc moi je suis plutôt partisan du fait qu'il est mort pendant sa chute et que c'est qu'une projection. Et pour toi, c'est super important la cohérence. Ouais, parce que tout le film est basé là-dessus pour moi. Ouais. Okay. Moi, je suis pas sûr que ce soit un film si Nolan ne commence pas en disant c'est la réalité. Tout ce que vous allez voir est plausible. Hein. Il s'est beaucoup inspiré dans l'écriture, mais il met pas. Il y a pas une phrase au début du film qui dit ce que vous allez suivre est vraisemblable. Mais on a rien de magique non plus. Rien de magique non plus. Tout est technologique, tout est histoire de physique et de. Moi, je pense que cette dimension peut s'expliquer dans l'univers du film Interstellar. Moi, ça m'a gêné. Ouais, et surtout parce qu'il dit justement qu'en fait, c'est ces êtres du futur qui ont trouvé une moyen de modéliser en 4 dimensions comme nous on les connaît, ce que eux peuvent voir en plus. En fait, du coup, il y avait une justification quand même dans le scénario, je trouvais. Oui, non, mais peut-être. Pas convaincu. Avant que vous me donniez chacun vos teams, on va avoir un peu d'objectivité avec les chiffres. En tout cas, au box-office, Inception a fait quasiment 5 millions d'entrées, alors qu'Interstellar a fait 2 600 000, un peu plus. Box-office mondial, c'est 978 millions de dollars pour Inception et 717 millions de dollars pour Interstellar. Le budget, c'est à peu près la même chose, 160 millions pour Inception, 165 millions pour Interstellar. Et les notes presse qu'on peut trouver sur Allociné, c'est de 4,1 sur 5 pour Inception, 3,8 sur 5 pour Interstellar. Les notes publiques, 4,4 sur 5 pour Inception et 4,5 sur 5 pour Interstellar. Donc il y a quand même une tendance un peu plus qui s'approche plus pour Inception au niveau du box-office, des appréciations. Mais je vais vous demander maintenant pour quel team, plutôt Elsa, on va commencer avec toi, plutôt team Inception ou Interstellar? Pour le côté intime, Interstellar. Interstellar, Omar. Pour le... Il y a un suspense. Tu veux qu'on termine avec toi? On peut garder le suspense pour la fin. Hein. Je dirais Interstellar, même si Inception, ça m'a quand même... ça vous est déjà arrivé de faire des rêves lucides? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Mais j'aimerais tellement faire ça. Ouais. Et enfin, ça m'est arrivé, mais sans faire exprès. En fait, je me suis aperçu par la suite que j'étais dans les conditions parfaites pour. Et je me suis réveillé en chiale. Enfin, j'avais peur de ce qui se passait. Et ensuite, je me suis renseigné, j'ai mis un mot dessus. Et ça a joué avec. Enfin, en plus, j'ai pu me le prendre personnellement. Enfin, en tout cas, avoir conscience d'être en train de rêver Et t'avais déjà vu Inception à ce moment-là ou pas encore? Oui, il me semble. C'est 2010 Inception. Je sais pas si ça peut t'aider. Est-ce que t'as fait ton rêve avant 2010? Non, c'est 3 ans après. Mais pour le côté transcendant et méta, en fait, je suis pas en train de faire un choix là. Mais
Je choisis Interstellar. Interstellar, Florian. Inception. Et toi, Marion? Interstellar. Moi aussi, ce Bien sera sûr. Interstellar. Donc il y a une quasi-unanimité pour Interstellar. C'est pas ma faute, Désolé, si vous savez Florian. pas. On va voir, peut-être que les auditeurs seront de ton avis, Florian. Vous pouvez nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 si vous êtes plutôt team Inception ou Interstellar. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Omar, d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné et la Cinémathèque française. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès lundi avec la critique d'un film de super-héros au casting 100% féminin. À vous de deviner. Rendez-vous donc lundi sur Clapement 5 pour découvrir la critique. Et d'ici là, bienvenue au cinéma.